Salut à vous les ludistes. Alors aujourd'hui, nouvel épisode sur les 20 jeux joués en une semaine. Il y a un petit peu de décalage avec la dernière vidéo. Pas vraiment eu le temps de faire de nouvelles vidéos en ces derniers temps, donc on en profite tant qu'il y a un petit créneau. Donc aujourd'hui, je vais parler des 6 petites boîtes avec des moyennes boîtes. On a donc le Hanafuda Koi Koi, on va parler de ça. On parlera de Solstice, le très bon jeu de joueurs, on en reparle tout de suite. On a une autre petite boîte, Pixies, le très bon Pixies de chez Bombix. On parlera un petit peu de Nimalia, de Forêt Mixte, les très bons Forêt Mixte avec l'extension Les Alpes, l'extension montagne, et The Veil of Eternity, le jeu de draft et de collection de cartes. Donc on parle de tout ça. On va commencer par les petites boîtes. Allez, je mets tout ça à côté de moi. Hop, voilà, on va mettre ça à côté ici. Et on commence, allez, par le tout premier jeu. On commence par Hanafuda Koi Koi ou Hanafuda Koi Koi, je ne sais pas trop. Donc un jeu sur des airs du Japon avec des cartes de collection. Hop, on va mettre la petite boîte ici pour vous montrer. Un petit jeu de joueurs qu'on apprécie tout particulièrement avec Ludimalo quand on part en vacances. C'est toujours sympa à jouer, les parties sont courtes. Alors par contre, il y a quand même pas mal de hasard. Alors je vous montre les cartes juste pour vous montrer comme c'est assez sympathique. Donc des cartes avec des collections à faire avec les petits symboles. Et donc le petit entre guillemets sur ce jeu, c'est qu'il y a quand même un petit peu de hasard avec l'effet de la rivière. On ne sait pas quelle carte va sortir. On espère récupérer une carte en posant une, mais quand on n'a pas de chance, ça ne sort pas, puis l'adversaire en face, lui, réussit à récupérer la carte que l'on voulait. Et le deuxième petit défaut de ce jeu, hop, je vous montre ça comme ça, c'est qu'il est un peu compliqué, entre guillemets, au niveau des collections qu'on peut faire. On a différents types de collections que l'on peut faire. Et ce sont avec des symboles et des codes couleurs. Donc au début, lors des premières parties, quand ça fait un petit moment qu'on n'y a pas joué, hop, je peux vous montrer sur celle-là aussi, on a un petit peu de mal à savoir quelle carte est très importante, quelle collection ou quelle série on peut faire, etc. Mais après une partie, on s'habitue assez rapidement quand même. Et du coup, on peut enchaîner les parties parce que dans Hanafuda Koi Koi, il y a un petit effet de stop ou encore, une fois qu'on a réussi à faire une série, peu importe laquelle, une fois qu'on a réussi à obtenir une série de cartes, on peut dire soit qu'on stoppe la manche et à ce moment-là on marque nos points, soit on tente un Koi Koi, c'est-à-dire on continue la partie, on continue la manche, et si jamais je réussis à faire une deuxième collection différente, et à ce moment-là, je double mes points. Je peux encore dire, on continue la manche, et si je refais moi avant mon adversaire une nouvelle collection, je triple mon score, etc. Par contre, c'est risqué, parce que si l'adversaire, au moment où je dis moi, on continue la manche, après avoir réalisé 1, 2 ou 3 combinaisons, si l'adversaire entre-temps, lui, réussit à en faire une, c'est terminé, je marque rien, je perds mon pari et c'est lui qui remporte les points avec un bonus, il me semble, mais je ne suis plus très sûr de ça. Donc ce Hanafuda Koi Koi, c'est vraiment très sympa, ça joue vite, une rivière de cartes au milieu, on pose une carte pour capturer une carte, on pioche, enfin bref, c'est sympa, un peu de hasard, un peu de stratégie. Des parties, allez, ça peut être 5 minutes parce que des fois les mains de départ sont très très bonnes et on peut vite enquiller des points, et des fois ça dure un peu plus longtemps, mais en tout cas c'est un jeu de joueurs très agréable à pratiquer. Et sur les sensations de jeu, que ce soit Ludimalo ou moi-même, on est sur du 9 sur 10. C'est un jeu qu'on aime sortir en vacances. Ça prend pas beaucoup de place, on fait ses collections, on a une rivière de cartes au milieu, donc jetez un coup d'œil à ce Hanafuda Koi Koi, très sympa. Et sur l'envie des rues jouées, on est donc sur du 3 étoiles, on en refait sans problème. Voilà, alors je range rapidement ce Hanafuda Koi Koi, jeu de joueurs, très sympa, très joli, les illustrations sont très belles. On a aussi une version Mario Bros, mais alors là les dessins sont encore plus compliqués, il n'y a pas d'aide de jeu pour les collections, donc c'est un peu plus hard. Donc voilà pour le Hanafuda Koi Koi. Hop, je le mets devant, normalement on ne le voit plus. On va rester sur le même mécanique que Hanafuda. C'est Solstice. Le Solstice, un jeu de pose de tuiles de Bruno Catala et Corentin Lebras, pardon, et illustré par Gorobei. C'est chez, je ne sais même plus chez qui c'est, chez Lumberjack.
qui a sorti ce petit jeu il y a quelques temps. Et donc ce Solstice, eh ben, on reste un petit peu dans le même principe que Hanafuda Koikoi dans la prise de tuiles. Ça va fonctionner comme le Hanafuda Koikoi. On va avoir une rivière de tuiles avec chaque tuile qui a, hop, je vous montre rapidement, hein, ça, hop, ça a fait un petit peu débat. C'est le plan de la montagne qu'on va essayer de construire. Chacun va construire sa propre montagne. Et dans la version de base, c'était à nous de créer notre propre montagne en visualisant, en imaginant les cases qui seraient devant nous et en essayant de visualiser où se place telle ou telle tuile. C'était pas très pratique. Donc depuis, il y a eu la possibilité soit d'imprimer le plan de la montagne pour pouvoir poser ses jetons dessus, soit même d'avoir un tapis de jeu pour pouvoir poser carrément dessus. C'est plus pratique, c'est plus visuel. Ça a dérangé nous franchement au début, au cours des 2-3 premières parties, de ne pas avoir le placement des tuiles où on devait se mettre et surtout voir quelle tuile il nous manquait, l'adversaire quelle tuile il avait déjà placé, etc. Je regarde mon micro, oui c'est bon. Mais après 2-3 parties on s'y fait assez rapidement, mais ça n'empêche qu'on a quand même téléchargé le plan de la montagne que j'ai fait en noir et blanc, comme ça on peut visualiser parfaitement où on place nos tuiles et quelle tuile a été prise par l'adversaire qu'on pourra donc plus avoir. Donc voilà, donc chaque tuile a un numéro, une couleur, un emplacement sur la montagne, hein, c'est les petits points ici, là, avec le point noir. Donc cette tuile-là, le 7 rouge, se placera en bas de la montagne, sur la base du bas. Et donc on a une rivière de tuiles qu'on a de visible, et on a des tuiles en main, hop, 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 on a 3 tuiles en main, comme ça, là, tac. Et à mon tour de jeu, bah, admettons, si j'ai ces tuiles-là, allez, on va mettre une troisième, hop. Allez, on va prendre une autre couleur, ça n'a pas été très bien trié, voilà. On va dire qu'on a cette rivière-ci, hop, on va mettre ça comme ça. Au centre du jeu, on a cette rivière-ci, on a le 5 violet, le 2 vert et le 7 rouge. Dans ma main, hop, j'ai ces tuiles-là, par exemple, j'ai le 7 bleu, le 9 bleu et le 6 rose. Et ben à mon tour de jeu, je vais essayer de capturer une des tuiles qui est au centre du plateau, soit en mettant le même chiffre, soit en mettant la même couleur, comme dans Hanafuda Koikoi. C'est la manière de prendre des cartes dans Hanafuda Koikoi. Et ben dans Solstice, on retrouve ça. Donc là, par exemple, je pourrais décider avec mon 7 bleu de récupérer la tuile 7 rouge. Et à ce moment-là, hop, normalement derrière, c'est face cachée. Je récupère donc ces 2 tuiles, je les place dans ma montagne. Peu importe pour l'instant si elles ne sont pas adjacentes les unes aux autres. Je les place dans ma montagne. L'adversaire ne pourra plus avoir ni le 7 bleu, ni le 7 rouge. On révèle une nouvelle tuile, hop, de la rivière. Moi, je pioche une nouvelle tuile que je mets dans ma main. On a une pioche commune. La rivière est limitée, c'est un certain nombre de tuiles. Et si à mon tour de jeu, je ne peux pas jouer, eh bien, c'est très simple. C'est comme dans Hanafuda Koikoi, si je ne peux pas attraper de tuiles dans la rivière, je pose une tuile de ma main que je rajoute à la rivière. Par exemple, là, je rajoute un 6 rose parce que je ne pouvais pas attraper ni du 6 ni du rose. Je pioche une tuile dans la pioche et je regarde. Et bien là, bingo, j'ai un 3 rouge, je peux capturer le 10 rouge. Si jamais, hop, et donc à ce moment-là, je prends ça et je place dans ma montagne. Si jamais je pioche une carte qui ne me donne rien, on va voir au hasard si j'y arrive. Le 5 rose, et bah ça serait bon, hop là, le 5 rose, ça serait bon pour moi, je pourrais prendre. Tac. Le 4 orange, je pioche un 4 orange, je ne peux pas attraper de tuile dans la rivière, je laisse cette tuile dans la rivière et à ce moment-là, je vais prendre une petite tuile arc-en-ciel, hop, une petite tuile arc-en-ciel là, qui me permet de placer dans n'importe quelle case de ma montagne et que je pourrais remplacer après. Par exemple, si je mets l'arc-en-ciel sur le 8 bleu, et ben plus tard, si j'arrive à capturer la tuile 8 bleu, je pourrais prendre et remplacer ma tuile arc-en-ciel. Quel est le but du jeu? Le but du jeu, ça va être de faire sa montagne la plus remplie, la plus connectée possible, parce qu'en fin de partie, on va essayer de regarder un point par tuile qui se touche dans notre montagne. On va essayer de faire des regroupements pour que notre montagne soit la plus complète possible. Les tuiles arc-en-ciel permettent de boucher des trous et de compléter une série plus grande. J'ai oublié de dire rapidement, mais là les règles, je vous laisserai aller les voir un peu plus vite, un peu plus en détail. À partir du moment où, hop, alors là je fais faux, hop, admettons, dans ma montagne, j'ai réussi à connecter et à former un carré comme ça dans ma montagne. À ce moment-là, je vais avoir le choix. Et là, le matériel est top. On a des petites plaquettes en bois, toutes mignonnes, toutes jolies. Et à ce moment-là, on en a 2 de visibles. Soit j'en récupère une, hop, que je mets sur l'intersection des 4 tuiles.
et c'est un effet en cours de partie ou des points de victoire en fin de partie. Ou alors, si les deux ne me plaisent pas, j'en pioche de nouvelles et je dois là obligatoirement prendre parmi celles que j'ai piochées. Donc voilà, donc ces petites tuiles là, le fait de pouvoir faire des carrés, c'est super important parce que ça nous permet de débloquer des petits bonus immédiats ou des petits bonus de fin de partie. Par exemple, allez, je vous montre celle-là. Ça me dit que cette tuile-là, déjà, elle me rapporte un point de victoire en fin de partie et un point de victoire par chaque autre tuile joker que j'aurai dans ma montagne avec un fond beige. Par exemple, hop, celle-ci, elle a un fond beige, elle me vaut un point plus un point si j'ai celle-là avec. Donc voilà comment ça fonctionne. C'est vraiment très sympa. On a aussi des petits feux, des petits symboles de feu. Alors je ne sais pas si je vais vous trouver ça, qui se placent en haut de la montagne, qui sont sur, voilà, par exemple celle-là. Hop, cette tuile-là, elle a un petit feu là qui rapporte un point de victoire et je ne marque ce point de victoire que si j'ai un chaînage qui part de cette tuile jusqu'à la base de ma montagne. À ce moment-là, mon feu est allumé et je marque un point. Et il y a des jetons bonus qui me disent que je marque un point pour chaque feu éteint. Donc des fois, en fonction des bonus que j'ai et en fonction de l'état de ma montagne, eh bien, si j'ai le bonus un point par feu éteint, je n'ai pas besoin de m'occuper de faire un chaînage entre le haut et le bas de ma montagne. Donc voilà, Solstice, un jeu 2 joueurs, très sympa, très rapide. Pareil, il est parti en 10-15 minutes, pas plus. Très bonne sensation de jeu. Alors on y a joué avec Ludimalo, j'ai joué aussi avec Ludimel et on est là aussi sur Solstice sur du 9 pour moi, j'aime beaucoup. Ludimalo du 9 aussi et Ludimel du 8 parce qu'elle a du mal un petit peu à se repérer dans la montagne. Donc c'est ce qui la freine un petit peu, mais sur l'envie d'y rejouer, on est tous sur du 3 étoiles, tout comme le Hanafuda Koi Koi. Donc Solstice, très bon jeu, très sympa, matériel très joli aussi. Les petites plaquettes en bois, j'adore, mais il faut quand même la petite map, là, la petite carte pour pouvoir poser ses jetons dessus. Visuellement, c'est plus pratique. Donc, Hanafuda Koi Koi, 3 étoiles. Solstice, 3 étoiles. Envie d'y rejouer? Oui, 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 comme le Hanafuda Koi Koi. Allez, on continue encore avec une petite boîte de chez Bombix, Pixies. Pixies, un jeu de 2 à 5 joueurs, pardon. C'est surtout qu'on y joue 2 à la maison aussi. Donc un jeu 2 joueurs en 20-30 minutes, 2 à 5 joueurs, pardon, ce n'est pas un jeu de 2 joueurs, un jeu de 2 à 5 joueurs de Johan Goupy et illustré par Sylvain Trabu de chez Bombix. Et donc c'est un jeu de collection de cartes, de placement de cartes sur un tableau. On va essayer de réaliser des tableaux de cartes. Alors là aussi, c'est pareil, il faut imaginer, hop, je vous mets la petite boîte ici, il faut imaginer que devant soi, on a une grille de 3 sur 3. Je vous montre là rapidement. En fait, il faut imaginer que devant soi, on doit compléter une grille de 3 sur 3 avec des numéros de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et les cartes ont des valeurs, même chose, de 1 jusqu'à 9. Et en fonction, on tire une carte de plus que le nombre de joueurs, donc à 2 joueurs, hop, j'enlève ça. À 2 joueurs, je piocherai 3 cartes. Le premier joueur en choisit une qu'il place dans son tableau. Le deuxième joueur choisit une des deux qu'il place dans son tableau. Je dis même une bêtise parce que ça, c'est la variante que nous, on fait. Je crois que dans la vraie règle, on met juste, je regarde rapidement, c'est normalement à 2 joueurs, on ne révèle que 2 cartes. Mais je trouve que ça manque un petit peu de... c'est un petit peu trop guidé, on n'a plus trop le choix. Donc nous, ce qu'on fait, alors je sais pas si on fait bien, on rajoute une carte de plus que le nombre de joueurs, ça permet d'avoir un peu plus de choix et de ne pas se retrouver trop bloqué, parce que des fois c'est vraiment très frustrant, on se retrouve à des tours où on n'a jamais ce qu'il faut, et c'est très frustrant. Donc nous, à 2 joueurs, on en met 3, à 3 joueurs, on en met 4, etc. Ça permet d'avoir un petit peu plus de flexibilité, et ça n'empêche pas qu'on peut bloquer quand même les autres. Donc une fois qu'on a récupéré notre carte, on la prend, on la met dans l'emplacement qui correspond dans notre grille virtuelle, et les cartes, en fait, la valeur des cartes, c'est les points qu'on va marquer en fin de manche, sauf que pour valider une carte, il faut avoir 2 cartes du même numéro, c'est-à-dire que si je place ce numéro 5 dans ma grille, on va dire que hop, j'ai placé mon numéro 5, j'ai placé un numéro 6 ici, ces cartes-là, pour l'instant, ne me valent aucun point tant que je n'ai pas récupéré un deuxième 5 ou un deuxième 6. Et au moment où je récupère un deuxième 6, par exemple, j'ai récupéré Miracle, un deuxième 6, je décide quelle carte je laisse au-dessus en tant que scoring et quelle carte je glisse en dessous face cachée
en guise de validation de carte en fait. Donc là, les petites croix, c'est pas bon. Toutes les croix rapportent un point de moins en fin de partie. Donc là, logiquement, je vais décider de cacher celle-là et de mettre la 6 rouge comme ça. Ce qui fait que là, actuellement, si j'ai ce jeu-là devant moi, j'ai validé 6 points à la fin de la manche, mais la 5 points pour l'instant ne me rapporte rien. Si ici on avait le 1, 2, 3, 4, donc je récupère un 2. Et on va dire que j'avais le 7 ici par exemple, j'espère qu'on voit bien la caméra, et que la manche s'arrête. Alors la manche s'arrête dès que quelqu'un a complété tout son tableau, que les cartes soient validées ou pas, hein, dès que toutes les cases, donc 1, 3, 4, 8, 9, si j'ai placé des cartes ici, la manche s'arrête. Et donc en fin de manche, si je suis dans cette situation-là, je marque 6 points pour cette carte-là, là je ne marque rien pour les 2 points, par contre je compte les petites spirales, les petits soleils c'est 1 point, même si la carte n'est pas validée, donc là j'aurai 5 points pour celle-là quand même. Et par contre, les petites croix visibles, même si la carte n'est pas validée, hein, le 7, j'ai pas de carte en dessous, donc ce n'est pas validé. Le 5 n'est pas validé non plus. Par contre, les petites croix me rapportent un point négatif par croix présente. Donc là, j'aurai plus 5, plus 6, moins 3. Et le jeu se joue ainsi. On enlève, on remélange toutes les cartes. On fait ça en 3 manches. Ça fait un moment en 3 manches, c'est ça. Et la dernière condition de scoring de chaque manche, c'est qu'on regarde le chaînage. Allez, je vais tricher, on imagine que ça c'est un 5, hein. Ici c'est à 5. Et bien à la première manche, on va regarder la plus grande chaîne de couleurs dans notre tableau et on marquera, alors fin de manche c'est progressif, hein. À la première manche, on marque 2 points par carte de la même couleur, donc là j'aurai 4 points de victoire. En manche 2, si je suis dans cette situation-là, on marque 3 points par chaînage de la même couleur, donc là j'aurai 6 points. Et en manche 4, on marque 4 points par carte couleur de la même couleur dans notre grille qui se touche adjacente. Donc là, dans la troisième manche, j'aurai 8 points. Et celui qui a le plus de points en fin de partie remporte la partie. Donc voilà, Pixies, un jeu pareil, très sympa, très rapide. Les parties en 20 minutes, c'est fait. Les illustrations, ce ne sont pas des illustrations, ce sont des petites photos d'elfes, de créatures fantastiques réalisées à partir d'objets de la nature, des glands, des feuilles, des branches, des bouts de bois. Les illustrations sont absolument sublimes. Voilà, je vous en montre quelques-unes hein, sur les 2 caméras. Hop, c'est super joli. Encore une fois, ça ressemble un petit peu au jeu Sea Salt and Pepper avec les origamis. Là, on a des photos absolument magnifiques de petites créations artistiques et ça apporte une touche vraiment très sympa au jeu. Le jeu en lui-même aussi est très plaisant. Il y a un petit peu de hasard, surtout quand on fait la version de base où on pioche autant de cartes que de nombre de joueurs. Souvent, le dernier joueur, il se retrouve avec une seule carte, il n'a pas de choix, il est obligé de prendre ce qui traîne. Même si du coup, juste après, c'est lui qui sera premier joueur, donc il pourra choisir. Mais nous, on aime bien notre petite variante où on met une carte de plus que le nombre de joueurs. Ça laisse un petit peu plus de flexibilité et ça évite d'être toujours coincé et de rater son tour une fois sur 3 qu'on joue à 3 joueurs, quoi. Donc voilà, donc ce Pixies, c'est une note de 8 pour Ludimel, Ludimkev, c'est-à-dire moi et Ludimalo. Et l'envie d'y rejouer est aussi sur 3, c'est-à-dire qu'on ne refuse pas une partie de Pixies, c'est toujours agréable. Donc pour l'instant, on est sur 3 petites boîtes, 3 bons jeux, 3 étoiles pour chacun. On continue à aller avec une moyenne boîte cette fois-ci. Une moyenne boîte, il s'agit du jeu Nimalia. Alors Nimalia, c'est édité chez la boîte de jeux et l'illustrateur c'est Pauline Détraz et l'auteur c'est William Liévin. Nimalia, là on est sur de la pose de cartes ici. Hop, je vous montre derrière, on est sur de la pose de cartes, des parties d'environ 20-30 minutes de 2 à 4 joueurs. On est sur de la pose de tuiles, assez classique. Ce qui est sympa, c'est que la piste de score, la boîte est toute petite, la piste de score, c'est avec des cartes qu'on aligne les unes à côté des autres hein, pour former la piste de score. Donc ça c'est un petit détail, mais c'est plutôt sympa. Tac, on va mettre ça comme ça, Nimalia. En fait, on a les petits jetons avec pour faire avancer sa piste de score. Donc ça, il n'y a rien de spectaculaire. Sur les tuiles, en fait, on va avoir des illustrations avec des types de paysages, le désert, la rivière, la forêt, la glace et des animaux, girafes, ours. On a des lions, des crocodiles, des pandas, on a des flamants roses, etc., etc., etc. Et donc dans Nimalia, on va avoir une main de cartes de départ et on va drafter, ça veut dire qu'on va chacun choisir une carte, on va la placer,
On va passer notre jeu au voisin qui choisit une carte, etc. Donc le draft classique. Hein. Et quand je dois poser ma deuxième carte, eh bien hop, on va décaler ça ici. Quand je pose ma deuxième carte, la seule condition de pose, c'est que je dois recouvrir au moins un carré dans mon paysage, voire 2 carrés, voire 3, voire je crois qu'on peut même complètement cacher une carte. Et donc pourquoi je ferai ça? Parce que c'est le twist hyper sympa de Nimalia. C'est parce qu'il va y avoir des conditions de scoring à chaque manche. Je vais vous poser ça comme ça ici, là, tac tac. Différentes à chaque manche. On a le petit pion pour le score. Et donc là, hop, ça nous dit que pour cette manche 1, on va scorer, je pousse ça, hein, hop, je pousse, je fais de la place. On va scorer le contrat vert et le contrat bleu. À la manche 2, on scorera le contrat vert et le contrat jaune. À la manche 3, on scorera le contrat bleu et le contrat rouge. Et à la manche 4, on fera le rouge et le jaune et le vert. Et à la manche 5, on scorera le jaune, le bleu et le rouge. Et donc ça, hop, en début de partie, on choisit, tac, les contrats en fonction des couleurs. Donc je vous dis ça rapidement, hein, je place au hasard, hein, tac tac, un bleu ici, hop, et un vert ici. On va choisir un vert un peu plus simple, enfin bref, il y en a plein, voilà. Tac. Donc on a des conditions de fin de manche différentes à chaque coup. Donc le jeu va se jouer donc en 5 manches. À la première manche, on place nos cartes, on regarde en fin de paysage, et en fin de paysage, on regarde les conditions de scoring. Donc là, c'est 2 par crocodile qui touche une girafe ou quelque chose comme ça. Ici, on a 2 points par loutre qui sont adjacents à des rivières, sur la même rivière. Je dis des bêtises, hein, c'est peut-être pas ça, mais c'est pour vous expliquer grosso modo. À la manche 5, celui qui a 0 girafe marque 8 points, celui qui a une girafe marque 5, celui qui a 2 girafes marque 3, etc. Ici, on a des conditions de scoring en fonction des gorilles. Là, c'est plus simple. 2 points par gorille qui touche un lac. Et donc, en fonction des contrats et en fonction des objectifs et en fonction de la manche en cours, on va essayer d'organiser et de modifier notre paysage. Et c'est ça qui est super sympa dans ce Nimalia, c'est qu'en fonction des manches, et on sait quels objectifs vont avoir lieu dans la manche d'après, donc on programme notre paysage pour la manche en cours, mais on essaye aussi de la programmer pour les manches qui vont arriver. Donc c'est de l'anticipation, de l'optimisation de placement. Et souvent, on détruit quelque chose qu'on avait fait pour la manche d'après et on essaye de revenir après en arrière. Donc là, par exemple, je sais que je peux accumuler des girafes parce qu'on ne scorera les girafes qu'à la manche 3. Mais il ne faut pas que j'en ai trop non plus parce qu'après, si pendant la manche 1 et 2, j'accumule des girafes, il faudra que je les cache lors de la manche 3 parce que notre paysage reste en place. Hein, et on ne doit pas dépasser, bien sûr, un paysage, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, je vous montre ça ici, de 5 sur 5. On fait un carré de 5 cases, 5 petites cases hein, sur 5 petites cases. Donc on ne s'étale pas comme on veut. Donc on est bloqué aussi, on est restreint par cette condition de taille de paysage. Et donc c'est un twist très sympa, une mécanique très sympa. Ça ressemble un petit peu à Honshu, un vieux jeu aussi où on plaçait, on se cachait, on essayait de faire des correspondances de symboles, de lieux, etc. Donc ce Nimalia, vraiment une très bonne surprise, très sympa à jouer. Les illustrations, ça fait le taf. Les contrats, le plus compliqué, c'est les contrats, comprendre et à quoi cela signifie, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais ils sont tous expliqués dans le livret de règles. Et en plus, on a des niveaux de difficulté. Là, par exemple, c'est un contrat à 2 feuilles, donc c'est un contrat un peu plus compliqué. Alors que sinon, on a des contrats à 1 feuille qui sont plus simples à réaliser et plus simples à comprendre. Donc voilà, donc on peut ajuster le niveau de difficulté en fonction des joueurs autour de la table. C'est vraiment très malin. Ça fait fonctionner un peu le cerveau, on essaye d'optimiser, d'anticiper, etc. Donc ça a été une très belle découverte ce Nimalia. Et donc sur Nimalia, on est sur un 9. C'est vraiment une très bonne surprise et très agréable à jouer. On est sur un 9 et lui aussi, il est sur une envie de rejouer à 3 étoiles sur 3. Que des bons jeux là sur cette série-là, sur cet épisode. Donc 3 sur 3 aussi pour ce Nimalia. On continue avec une boîte un peu plus grande encore. Forêt mixte, là aussi un jeu de cartes, un jeu aussi de tableau, de collection, d'optimisation, de 2 à 5 joueurs sur des parties de 1 heure.
Alors ça, c'est édité par je ne sais même plus. Vous irez voir, je ne sais plus. L'auteur, c'est Koch et c'est Lookout Games. Mais en France, je ne sais même plus. Donc, vous irez voir, je ne sais plus. Donc, dans Foremix, c'est hyper simple et la mécanique est vraiment très très sympa. On va essayer dans Foremix de créer son écosystème, sa forêt, en partant de cartes arbres. Et en fonction des arbres que l'on pose devant nous, à partir du moment où on a posé des cartes arbres devant nous, on va poser des animaux à gauche, à droite, en haut et en bas. Et ça, c'est vraiment le twist du jeu qui est hyper sympa. C'est cette utilisation des cartes pour leur partie gauche, leur partie droite. Alors, on a un plateau. On a un grand plateau ici qui sert un petit peu de rivière, qui ne sert pas à grand chose au final, hein. Parce que quand on a 10 cartes, on les éjecte tous. Mais en fait, le problème, c'est que quand on pose les cartes sur ce plateau-là, on ne les voit pas très bien. En fait, elles ne ressortent pas assez du plateau. Et donc, on ne sait plus à combien on est de cartes. Donc, souvent, ce plateau-là, eh bien, on ne s'en sert pas. Ah si, il y a quand même une indication importante et utile. C'est ce petit symbole-là, là, qu'on a tendance à oublier au cours de partie et qui fait que les parties peuvent durer longtemps. C'est qu'à chaque fois qu'on pose une carte arbre, hop, par exemple celle-là, on va regarder sur cette caméra-là. À chaque fois que je pose une carte arbre chez moi, devant moi, c'est ce qui est écrit ici, je dois piocher une carte. Ce qui fait que c'est une manière de faire dérouler le deck, c'est qu'on pioche des cartes. Et quand il y a 10 cartes, on les enlève. Mais à chaque fois, surtout qu'on pose un arbre, on doit piocher une carte du deck, ce qui permet de mettre fin à la partie, parce que la partie se termine quand le deck est épuisé. Donc voilà, donc le truc super sympa, c'est que je pose un arbre. Chaque arbre peut avoir des conditions de pose particulières pour marquer des points. Chaque arbre a un coût en cartes. En fait, on paye avec des cartes qu'on a en main. Par exemple, si je veux poser ce sapin-là, c'est un sapin? Oui, si je veux poser ce sapin blanc, ça me coûte 2 cartes de ma main. Donc, il va falloir que je pose ce sapin, hop, je défausse 2 cartes de ma main et je n'oublie pas de remettre une carte dans la rivière qui vient de la pioche. Et à partir du moment où j'ai posé mes arbres, je peux commencer à poser des animaux au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Et lui, il me dit que j'ai 2 points. Les petits glands là, hop, les petits glands ici, ce sont des points de victoire. 2 points par carte qui est attaché à ce sapin. Ça veut dire que là, par exemple, si j'ai, hop là, j'ai posé mon sapin, on va enlever ça, tiens, hop, j'ai posé mon sapin. J'ai cette carte-là qui me plaît bien, par exemple. Hein, donc toujours pareil, j'ai le coup en haut. Vous avez vu, elle est coupée en deux. Partie gauche, partie droite, ou l'inverse, je ne sais plus dans quel sens ça va apparaître à la caméra. Si je pose le lapin, ça me coûte 0 carte. Par contre, si je pose le grand rhinolope, ça me coûte une carte. Et à partir du moment où je paye le coup, je vais placer soit pas du côté lapin de ce côté ici, et je vais avoir les effets ici, donc un point en fin de partie par lièvre. Chaque carte a aussi un petit symbole petite papate là qui peut être intéressant. Si j'avais payé de l'autre côté, je viendrais placer cette carte de ce côté-ci. Elle m'aurait coûté une carte pour la poser. 5 glands si vous avez au moins 3 chauves-souris différentes. Et parce qu'on a le petit symbole chauve-souris. Et en fin de partie, en fonction des animaux que j'aurai dans ma forêt, si je vois 3 symboles chauve-souris et qu'elles ont 3 noms différents, bim, je marquerai 5 points. On a aussi des cartes qui se posent en haut ou en bas. Alors, on a joué avec l'extension Foremix. Franchement, extension qui est très sympa. Ça ouvre encore plus de possibilités de stratégie. Il y a plus de choix, plus de possibilités, hein, comme je dis. Les scores explosent. Alors, par contre, c'est ce que je vais en parler dans les critiques, entre guillemets, c'est que les scores avec l'extension Les Alpes, ils explosent littéralement. On a fait un score à je ne sais plus combien. Je reparle de ça dans les critiques parce que la fin de part. Non, je reparle de ça dans les critiques. Donc, par exemple, là, je peux poser cet oiseau là qui me coûte une carte et on a des fois des récompenses quand on pose. Donc, ça me coûte une carte, mais j'en pioche une et ça me rapporte 5 points de victoire. Donc là, je pourrais le mettre, par exemple, hop, en haut de mon sapin. Et j'ai un grand corbeau qui est venu habiter ici. J'aurais pu aussi choisir de placer cette carte plutôt du côté en dessous, ça me coûtait aussi une carte et là je venais le mettre en dessous, voilà. Et donc fin de partie, je peux gagner 2 points de victoire par oiseau différent. Là j'ai déjà un oiseau, donc si je pose cette carte, je vais essayer de poser plein d'oiseaux dans ma forêt. Donc voilà, c'est vraiment très sympa. Il y a aussi des conditions des bonus de pose de cartes quand on fait correspondre les petits symboles là-haut là.
Là, les feuilles jaunes, les feuilles oranges, les pins, les violets, etc. Et certaines fois, quand on pose une carte et qu'on paye avec une certaine couleur de carte, on obtient un bonus supplémentaire. Donc il y a plein de combos à essayer de réaliser. C'est vraiment super plaisant. On a aussi chaque jour en début de partie, on a une petite carte grotte. Et il y a des effets de cartes dans le jeu qui, quand on les pose ou quand on les joue, nous fait poser des cartes dans cette grotte. Et on a un point par carte qu'on a posé dans cette grotte. Ça aussi, ça peut être un moyen de scorer très fortement. De mémoire, il y a une carte qui permet de récupérer toutes les cartes qui sont dans la rivière. Et donc, quand on arrive à 8-9 cartes, hop, on peut la jouer et on récupère les 9 cartes de la rivière. On vient les poser dans notre tanière, là, dans notre grotte, et ça nous fait marquer autant de points que de cartes posées dedans à la fin de partie. Ça peut être très sympa. Et la partie se termine quand on a un certain nombre de cartes dans le deck qu'on mélange. Avec l'extension, on en retire du jeu. On insère dedans, on divise en 3 tas, je crois. On insère dans chaque tas une carte hiver. Et quand la troisième carte hiver est sortie, eh bien, on met fin à la partie et on compte tous nos points. Ce qui m'amène du coup à la partie un petit peu négative du jeu. Alors, je vous montre parce que les illustrations sont vraiment très sympas. C'est vraiment un très beau jeu. Le petit hic, c'est la condition de scoring de fin de partie. Je regarde toujours mon micro, c'est bon. La fin de partie, compter ses points, c'est une purge. Parce qu'à la fin, on finit avec une énorme forêt. Alors, l'Udimalo, en général, il finit avec 50 000 arbres dans sa forêt, avec plein d'animaux posés en dessous, en bas, à gauche, à droite. Chaque carte qui a des conditions de scoring différents, on se casse la tête. Alors là, on se dit, lui, il marque un point par tel symbole de telle couleur. On compte nos cartes. Est-ce que je n'en ai pas perdu? Est-ce que je n'ai pas oublié? Tu as certaines cartes qui combattent entre elles. Avec des cartes notamment que tu as déjà marqué des points de victoire, donc tu ne peux même pas les enlever au fur et à mesure parce que tu as des cartes qui combattent avec d'autres cartes qui ont déjà scoré. Donc les conditions de scoring, on passe facile 10 minutes, un quart d'heure à 2. Ça c'est un peu pénible, c'est un peu fatigant. C'est vraiment le seul reproche sur ce jeu Foremix, c'est ce comptage de points de fin de partie, parce que sinon c'est vraiment un jeu excellent, qu'on adore. Alors, je vous dis avec Malo, la partie qu'on a fait avec l'extension, on a fini à 400 points. L'Udimalo a fini à 420 points et j'ai fini à 397 points. En ayant fait des petites erreurs de règles, par contre, et ça peut aussi être un peu embêtant. C'est parce que quand on payait des cartes et qu'on avait des bonus qui permettent, on payait, mettons, 2 cartes pour poser une carte, qui nous disait qu'on pouvait en récupérer une. Et ben, la petite erreur qu'on faisait, c'est qu'on récupérait des cartes, la carte qu'on avait payée. Et donc ça, on ne peut pas faire. C'est une carte qui vient du paquet. Grosso modo, en fait, j'explique parce que là, hop, nous, ça nous a vraiment un peu pourri la partie. C'est peut-être pour ça qu'on a explosé les scores aussi. Et que la partie a été très longue. Mettons, on a ça dans la rivière. Je pose une carte qui me permet de payer, qui me demande de payer 2 cartes. Je pose 2 cartes, hop, dans la rivière. Mais, comme récompense, elle me dit, récupérer une carte. Et on récupère pas une carte de la rivière, on récupère la première carte face cachée du deck, de la pioche. Ce qui fait que là aussi, quand on gagne des bonus de pioche, c'est pas des cartes qui sont posées ici qu'on récupère, c'est des cartes de la pioche. Ce qui fait qu'on vide la pioche, et ce qui fait que la partie va plus vite. Donc là, par exemple, si j'avais comme récompense de piocher 2 cartes, je vide pas ces 2 cartes-là. Je prends 2 cartes de la pioche. Donc du coup, je vide la pioche et je vide pas la forêt, ce qui fait que cette forêt-là, cette rivière, elle va arriver plus vite à 10, et quand on est à 10, on enlève tout. Donc voilà, c'était la petite erreur de règle qu'on a fait sur notre partie, ce qui fait que la partie a été très longue, parce qu'en fait, on récupère à chaque fois des cartes dans la rivière, dans cette rivière-là, ce qui fait qu'on ne piochait que très rarement, et on ne piochait que quand on posait un arbre, grosso modo. Donc c'était un peu long. C'était très long. Et du coup, on a fait beaucoup de scores. Mais même sans faire cette erreur-là, sur les parties précédentes, sans l'extension des Alpes, là, sans cette extension, on tournait à des scores de 200, 230, 240, 300, 340, 200. Donc, ça fait beaucoup de points à scorer. Voilà, c'est une salade de points, comme certains aiment dire, mais qui gâche un peu la fin de partie, alors que toute la partie, on a été super enjoué, on est content, on crée notre truc, on met là, on se dit, je fais ce combo-ci, je fais ce combo-là. Donc ça, c'est vraiment sympa, mais par contre, après, il faut tout compter. Donc, c'est la petite chose qui dérange un petit peu sur ce forêt mixte. Donc, forêt mixte, on est quand même sur du 9 sur 10 pour moi, malgré cette condition de scoring, sinon on serait sur 10 sur 10. C'est vraiment un jeu que j'adore. Et l'Udimalo, il est sur du 9 sur 10. Et on est sur une envie de jouer à
3 aussi sur ce jeu. Donc là, on est vraiment que sur des jeux qui ont une forte envie à rejouer. C'était l'épisode des jeux très bien, qui nous plaisent beaucoup. Et il nous en reste un dernier, je ne sais pas combien de temps on est. Il nous en reste un dernier, celui-là, il n'y aura pas 3. C'est The Veil of Eternity de chez BlackRock. À l'origine édité par Mandu Games, coréen, un éditeur coréen, il me semble. J'espère que ma tête n'est pas coupée, sinon je vous fais coucou. Vous verrez que c'est pas la première fois que mon visage est coupé. Hein. Je vais descendre un petit peu, sinon hop là, peut-être que là on me voit mieux. J'aurais dû faire ça peut-être avant. Donc voilà. Donc The Veil of Eternity, la vallée de l'éternité, un jeu. Est-ce que j'ai l'auteur? Est-ce que j'ai l'auteur du jeu? Oui, Eric Hong, illustré par beaucoup d'illustrateurs. On a plein d'illustrations différentes. On a Erika Tormen, Gauthier Maya, Jiayu Gayo et Stefano Martinu ou Martinuz. Donc c'est pour les joueurs, 2 à 4 joueurs, 40 minutes. The Veil of Eternity, je suis partagé sur ce jeu. Donc les illustrations sont très belles, il n'y a pas de problème. La règle de jeu est plutôt claire. Par contre, gros hic. Déjà ça, alors c'est joli, c'est mignon, mais ça sert à rien. Hop, le pion là, c'est même pas le pion premier joueur, c'est rien du tout. Le matériel est top, des gros jetons en bois très sympa, très joli. Des petits jetons mana qui servent de monnaie pour acheter ces cartes, c'est très sympa aussi. Les jetons 6, etc. Par contre, moi, gros problème qui fait que ce jeu est un peu le plaisir de jouer est un peu gâché. C'est cette piste circulaire là. En fait, à chaque tour de jeu, en fonction des nombres de joueurs, on va piocher des cartes, on va venir les poser. Sauf que vous voyez là, par exemple, si je suis dans cette situation, on pose cette carte, moi je la lis pas. C'est à l'envers. Moi, en grosso modo, je vais avoir à la limite cette carte là et encore, il va falloir que je me penche. Je ne vais voir pour moi que celle-là qui est en face de moi. Celle-là, il va falloir que je me penche, si j'en mets ici, là. Et ces deux-là, je les vois à l'envers. Donc là, franchement, quand on joue, c'est pénible. C'est clairement pénible. Pourquoi ne pas avoir fait une piste en longueur et venir poser les cartes toutes droites comme ça, à la limite, je sais pas. Mais ça, en tout cas, c'est nul. Clairement, cette piste ronde, c'est nul. On passe son temps à lui dire hey, c'est quoi cette carte-là? Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Donc c'est fatigant. Et franchement, ça gâche beaucoup le plaisir de jouer. Parce que sinon, c'est un jeu de collection, là aussi, avec une mécanique assez sympa de jetons pour payer les cartes. Avec des combos immédiats, des combos de fin de manche, des combos de fin de partie. Je vous montre un petit peu les cartes, parce que par contre, les illustrations, j'adore, c'est très sympa. Les cartes sont divisées en différentes familles, le feu, la terre, l'air, etc., les dragons. Chaque carte a sa manière de scorer, chaque famille a une manière précise de marquer des points, etc. Hop, la piste de score ici. Alors là, une erreur aussi qu'on a fait, que j'ai fait sur une partie, après je me suis corrigé, j'avais mal lu la règle, j'avais pas fait attention. La partie s'arrête soit quand on a marqué 60 points, quand un joueur atteint 60 points, ça met fin à la partie, ou on joue 10 tours. Et j'avais zappé la première partie de la fin de règle, j'avais zappé la première condition de fin de partie qui était d'atteindre 60 points. Ce qui fait qu'il y a une partie où Ludimalo avait un moteur de fou dans son jeu. Il est arrivé très vite à 60 et il nous a mis dans les choux. Sauf que moi, j'avais zappé cette partie-là de fin de partie. J'étais parti sur on fait 10 tours. Alors là, Ludimalo a enchaîné les tours, nous a pris même un tour. J'avais trouvé le jeu complètement cheaté et buggé, mais en fait, c'est moi qui avais mal lu la règle. Donc attention, fin de partie, dès que quelqu'un atteint 60 points, c'est fini. Ou dimanche, si personne n'arrive à 60 points. Et deuxième hic sur ce jeu, c'est pour ça que je suis un peu mitigé, c'est qu'il y a des combos hyper violents. Et si on laisse un joueur prendre certaines cartes quand on ne connaît pas le jeu, et qu'on ne connaît pas le pouvoir de toutes les cartes, et qu'on ne fait pas attention, s'il y a un joueur qui lui connaît le jeu et connaît les cartes et qui chope les cartes qu'il faut, alors là, on peut arrêter de jouer parce qu'il va enquiller les points et nous, on ne fera rien derrière. Donc c'est un jeu plaisant, oui, à condition de connaître les cartes et à condition de connaître les combos qui peuvent faire très mal. C'est-à-dire qu'il faut jouer avec des joueurs qui connaissent le jeu et qui connaissent les cartes. Quand on joue et qu'on découvre les cartes et qu'on joue et qu'on crée son jeu en découvrant un peu au pif, ça fonctionne pas parce qu'on n'arrive pas à créer les combos. Et ce jeu-là, si tu crées pas ton combo, si tu crées pas un moteur de points très vite,
c'est cuit. Tu rames, tu vois les autres qui enquillent à chaque tour 10 points, 15 points, et toi tu galères à marquer 1 ou 2 points, et tu fais ouais bah super. Donc ça peut être un jeu très frustrant et très déplaisant. Je l'ai vécu sur une partie où j'arrivais pas à avoir les bonnes cartes, pendant que les autres, notamment Luigi Malo, hein, lui arrivait à se choper les bonnes cartes et très vite il a monté un moteur mais super violent. Et alors là pour nous, moi j'ai fini avec plus de 30 ou 40 points d'écart et c'était pas très rigolo du tout. Bon, on a refait une partie derrière parce que quand on fait la règle là, quand on fait la bonne règle d'arrêter la partie dès que quelqu'un atteint 60, s'il y en a un qui monte un moteur très violent très vite, la partie elle va durer pas très longtemps. Donc ça permet de refaire une autre partie derrière. Mais voilà, le reproche de ce jeu-là, c'est jouer avec des joueurs de même niveau et surtout connaître les cartes. Là par exemple, ça fait un petit moment qu'on n'y a pas joué. Je ne sais plus exactement quelle carte est très très violente, mais je sais qu'il y en a et qu'il ne faut surtout pas laisser, notamment dans la famille des feux, je crois. La famille des feux, s'il y a un combo qui permet de récupérer une carte, de la reposer autour du suivant, de marquer beaucoup de points, de la récupérer, parce qu'il y a des cartes qui permettent au repos de reprendre une carte en main. Et je sais que chez les rouges, mais il y en a d'autres, hein, mais chez les rouges, il y a un combo qui est très 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 violent. Et il ne faut surtout pas laisser tout ça à un même joueur. Voilà, après la mécanique est sympa, c'est original, le draft est rigolo aussi. Le fait d'être limité en jetons ressources pour payer, de ne pas pouvoir faire de monnaie, etc., c'est aussi très sympa, c'est frustrant mais très sympa. Donc un jeu avec des très bonnes idées, mais sur ce Veil of Eternity, moi je suis sur un 7. Ludimel est sur un 7 aussi, et Ludimalo est sur un 8, parce que lui c'est typiquement son style de jeu. Il adore les jeux à combo, à moteur de combo, à créer ses combos, à collecter des cartes pour que ça fonctionne entre eux. Par exemple, c'est un tueur sur Ars Arcana. Je le rapproche un petit peu à Ars Arcana sans le côté draft, etc. Mais sur le côté moteur, combo et création de moteur pour que ça fonctionne, que les cartes s'activent et que ça déclenche plein de points. Sur Ars Arcana, il est injouable. Et sur celui-là, il a tendance à être injouable aussi, sauf si à la limite, Ludimel et moi, on se ligue entre guillemets contre lui pour piquer des cartes qu'il aurait besoin, mais si ça correspond pas au moteur que nous on est en train d'essayer de monter, on a des cartes qui servent à pas grand chose, on est juste content parce qu'on lui a pourri son jeu, mais en attendant nous notre moteur ne monte pas non plus. Donc voilà, donc ce Veil of Eternity est un peu clivant, un peu partageant, un peu clivant, et vraiment cette piste circulaire là, c'est une plaie, franchement c'est une plaie. Ça nuit grandement au plaisir du jeu parce qu'en plus comme c'est un jeu comme j'ai dit à pouvoir, si on connaît pas, à moins de connaître toutes les cartes par cœur, hein, mais si on connaît pas l'effet et le pouvoir de chaque carte, on passe son temps à dire c'est quoi ça, à part les 2-3 là qu'on arrive à voir de notre côté, on a toujours au moins la moitié voire 2/3 du jeu où on connaît pas le pouvoir des cartes et il faut toujours demander il fait quoi, donc c'est un peu pénible. Donc voilà, ça c'est le gros hic de l'édition, je comprends pas cette piste circulaire. Voilà, donc sinon Veil of Eternity, un 2 étoiles sur l'envie d'y rejouer. J'y rejoue avec plaisir, oui, si j'ai un autre jeu, je préfère jouer à un autre jeu, mais vraiment moi ce qui me plaît et ce que j'aime beaucoup c'est cet univers un peu manga kawaii là, c'est vraiment très plaisant. Après, bon, les parties sont pas trop longues, donc j'en refais avec plaisir entre guillemets. Mais c'est pas le jeu que je ressortirais de moi-même volontairement entre guillemets, un peu comme Res Arcana où je suis un peu écœuré de mes dernières parties. Non, c'est pas parce que je perds, c'est parce que j'arrive pas à monter mes moteurs et ça m'énerve. Donc voilà, c'est parce que je suis pas bon en fait. Donc voilà, donc ça c'est un jeu typiquement pour les comboteurs fous, les créateurs de moteurs fous, de cartes, etc. Ça, foncez dessus, c'est très très bon. Sinon, si vous avez du mal à voir les combinaisons, ce que vous pouvez créer entre les effets de chacune des cartes, ce jeu-là n'est pas pour vous. Voilà, donc on a fini avec Veil of Eternity. Allez, je range ça rapidement. On a fini la session sur cet épisode avec tous ces petits jeux là, petits jeux mais très bons jeux, hein. On en a fait 6 mine de rien. 6 jeux, donc je range tout ça parce qu'après c'est le bazar dans la salle de jeu. Et après il faut que je range, hein, j'ai pas d'assistant qui m'aide à ranger. Donc voilà, je range tout ça. Veil of Eternity, oui, avec modération en ce qui me concerne. Voilà, donc fin de l'épisode. Il nous restera un tout dernier épisode. Donc comme d'habitude, je vous fais la petite présentation des jeux du dernier épisode. Je vous parlerai, après on aura fait le tour de tous les jeux, hein. Je vous parlerai de Vivarium. Un jeu là encore de collection de cartes avec une prise de cartes assez originale à base de dés.
Je vous en parlerai un peu plus dans la prochaine vidéo. Fairy Tail, alors celui-là, un gros coup de cœur, mais depuis longtemps. Un jeu de draft de cartes et aussi encore de collection de cartes qui combattent entre elles. Mais celle-là, je le comprends, ces combos-là, je les comprends mieux. Donc je préfère ce jeu-là. Je vous parlerai de Rolling Rims. Rolling Rims, un jeu qui n'a pas fait beaucoup parler de lui, qu'on n'entend pas beaucoup parler et qui pourtant est très sympa. Un jeu de roll and write, je lance des dés et je coche des cartes, qui reprend tous les jeux de Stone Meyer, avec à chaque carte une petite condition de scoring particulière. On a 3 cartes par manche, on change de carte à chaque manche, donc à chaque fois il faut s'habituer et s'adapter. Ça c'est vraiment très très sympa. Dommage qu'on n'en parle pas un peu plus. Je mets ça là, je ne sais plus comment j'ai cadré avec cette caméra là, sinon je vais mettre ça ici. On verra entre les deux. Je vous parlerai d'un des coups de cœur 2023-2024, Château Blanc. Vraiment un jeu que j'adore beaucoup, un jeu d'optimisation de placement et de gestion de ressources qui se joue en 9 tours et c'est terminé. C'est-à-dire que là, si on loupe un tour, c'est déjà compliqué. Si on loupe 2 de ces tours, c'est fini. Donc un jeu qui ne pardonne pas. Et je vous parlerai d'un autre Flip and Write, cette fois-ci, c'est Flip Town. Une très bonne surprise, un jeu vraiment très sympa, essentiellement en solo, mais j'en parlerai aussi. Et normalement, il m'en reste un dernier, c'était One Piece, le jeu de One Piece qui part à chaque fois en vacances avec nous, avec Claudie Malo. On s'éclate toujours autant, un jeu zéro stratégie, mais alors on s'éclate à chaque fois. Et Longshot, un jeu de roll and write encore, ça sera l'épisode des roll and write ou des flip and write, avec ces deux-là, plus Longshot sur l'univers des courses hippiques, très sympa, très original, en VO. Donc ça sera le dernier épisode de nos 20 jeux, et on aura fait le tour. Voilà, j'espère que cet nouvel épisode vous a plu. Moi je vous dis comme d'habitude, allez faire un tour sur www.unepartieunephotounePhrase.com avec des articles, des photos, les liens pour les vidéos YouTube. Laissez des commentaires si vous avez envie, des petits pouces, si ça vous a plu, si ça a été utile. Et moi, je vous dis, comme d'habitude, éteignez cette vidéo, allez vous chercher une bonne boîte de jeux, partagez des bons moments avec vos amis ou avec vos proches autour d'un jeu. C'est toujours ça qui est le principal. Passez du bon temps, profitez de vos proches et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ludique. Salut!